Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour, bienvenue à La Santé Autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, pouvez-vous nous nommer 3 choses à faire ou non pour la santé de votre microbiote intestinal? Manger des fruits, des légumes, microbiote après ça, manger des fibres, ça c'est bon. Et Colline, manger lentement, boire de l'eau. Bien s'alimenter, manger plus de fibres. Bien, l'alimentation, c'est sûr, si on fait attention de notre alimentation et puis du sport aussi, soit ça soit de la marche, parce qu'il y en a qui ont très peur du sport, de dire que c'est trop dur pour eux autres, mais une marche de santé, ça fait pareil aussi, c'est très bien. Bien, manger des fibres, boire de l'eau, puis avoir des bonnes bactéries, là, donc du yogourt ou du fromage, des choses comme ça. Tu peux prendre du Bioca, des trucs là, qui a comme des bactéries dans le yogourt, là. Ça aide à la flore intestinale. Le terme microbiote réfère aux bactéries qui peuplent le corps humain, donc soit même à la surface de notre peau, à l'intérieur de la bouche, à l'intérieur du vagin ou dans notre intestin, qu'on va appeler donc le microbiote intestinal. Il faut savoir qu'on a 4 fois plus de bactéries dans le corps humain que de cellules en tant que telles. Et même d'un point de vue génétique, le génome de nos bactéries, donc les gènes qui vont composer le génome de nos bactéries, constituent 140 fois plus de gènes en tant que tels que ce que l'on a nous-mêmes dans notre matériel génétique. Nous savons maintenant que les bactéries du corps humain ont plusieurs rôles à jouer, dont des rôles extrêmement importants au niveau de l'interaction avec le système immunitaire, au niveau entre autres de notre état d'esprit, mais aussi sur différentes facettes comme les problèmes de peau, en fait bien sûr les problèmes de digestion, ça va de soi, ou bien même la douleur ressentie. Savez-vous en fait qu'il y a des gens que la douleur disparaît complètement en améliorant l'alimentation parce que ça a un impact sur le microbiote intestinal? On sait aujourd'hui que le microbiote intestinal va varier à tous les jours dépendamment de ce que l'on mange. Quelques petits exemples, des études ont conclu, entre autres, que même la grosseur de la taille des flocons d'avoine ont un impact sur la proportion de bactéries qu'on va avoir dans l'intestin. Le fait de manger une pomme par jour a un impact. Et même le fait de prendre un seul verre de vin, même pour une période de 2 semaines, à tous les 2 semaines, a déjà un impact bénéfique sur la composition du microbiote intestinal. Donc aujourd'hui, pour en parler, comme à l'habitude, accueillons notre médecin de l'émission, Dr Anne-Isabelle Dionne. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Éric. Anne-Isabelle, le microbiote intestinal dans la pratique du médecin, c'est pas complètement évident à l'heure actuelle. Ah, absolument pas. Hein. Tu sais que l'émergence des données par rapport au microbiote est encore très récente. Hein, dans les 15, 20, 30 dernières années, ce qui est encore très jeune dans l'histoire de la médecine essentiellement. Alors, c'est naturellement pas encore intégré dans les lignes de pratique de médecine conventionnelle, ce qui est tout à fait normal. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Alors, pour avoir un peu plus de connaissances en lien avec le microbiote intestinal et les façons de le bonifier et ou voire de le tester, souvent, il faut vraiment se tourner vers les principes de médecine fonctionnelle ou des certifications vraiment pointilleuses en lien avec ce sujet-là pour acquérir un petit peu plus de connaissances. Alors, il y a des tests bien élaborés qui existent aux États-Unis, qui sont des tests extrêmement précis, qui sont capables, à travers le microbiote du côlon, qui sont essentiellement les selles qu'on excrète à tous les jours, donc des processus d'analyse extrêmement précis qui vont nous permettre de savoir quelles sont les souches de bactéries, de virus, de champignons qui vivent dans cet écosystème-là du côlon. Naturellement, on ne peut pas prétendre que ce sont les mêmes qui résident dans d'autres portions du tube digestif, mais on a une idée essentiellement de la fonction du système digestif avec ces résultats-là. Par contre, on n'a pas encore de données à savoir qu'est-ce qu'on fait dans la corrélation clinique. Donc, c'est bien beau avoir un test de microbiote où est-ce qu'on voit plein de débalancements. Qu'est-ce que ça veut dire?
pour la personne, en vrai, est-ce que ça va être associé à plus de maladies, des symptômes? Comment on traite ça? Oui, alors, on est en émergence là-dedans. Parlons avant tout de qu'est-ce que c'est que le débalancement, parce que là, tu parles de population du microbiote, peut-être que c'est flou pour certaines personnes. Oui, tu en as parlé un petit peu tantôt de ce qu'est le microbiote, oui. Toutes les bactéries qui épousent la surface de notre corps, de nos muqueuses. Et le microbiote intestinal, c'est celui qui réside dans notre tube digestif. Donc, on pensait, en fait, on a longtemps pensé qu'il y avait 300-400 espèces de bactéries. Aujourd'hui, on sait que c'est entre 1200 puis 2000 même, en fait. Oui, il y en a probablement certaines qu'on n'a même pas encore découvertes. Oui, c'est ça, parce qu'ils ne sont pas capables de vivre même en dehors de l'intestin. Oui. C'est super intéressant. Fait que quand tu parles de test de microbiote, on va évaluer la portion des bonnes bactéries qu'on a versus la proportion des mauvaises. Tout à parce fait. que dans ça, il y a aussi des mauvaises bactéries. Exactement. Il y a des champignons, certains virus qui ne devraient pas être là, qui débalancent l'écosystème normal d'un microbiote qui devrait être présent dans le côlon d'une personne normale sans maladie. Alors, tout ça, c'est selon des données normalisées de population, là. Et ça a beaucoup de bénéfices pour la santé. C'est utile à plein de facettes. Bien, tout à fait. Tu parles du microbiote intestinal, évidemment, qu'on retrouve dans le tube digestif. Alors, le microbiote a de multiples fonctions. Naturellement, il est plus présent dans le côlon et il s'avère, en fait, devenir un peu moins présent à force de remonter dans le système digestif, donc dans l'intestin grêle et un peu plus en haut. Alors, souvent, on regarde ce qui se passe dans le côlon davantage. Il y a des fonctions qui peuvent aider la digestion et l'absorption des nutriments. On sait aussi que le microbiote intestinal a une corrélation étroite avec la fonction du système immunitaire. Donc, les cellules qui tapissent l'épithélium, donc la surface de l'intestin, en fait, vont premièrement protéger ces cellules-là, mais aussi être en étroite collaboration avec les cellules du système immunitaire qui vont être cachées en dessous de cette muqueuse-là et qui vont guetter finalement l'arrivée de potentielles bactéries pathogènes ou de trucs qu'on ingère qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé. Des molécules de l'alimentation. En fait, on dit même qu'on aurait 70 des cellules de notre système immunitaire qui seraient dans la paroi intestinale. Tout à fait, absolument. Donc, il y a un contact là, avec le microbiote. Et de plus en plus, la littérature médicale est très uniciste sur le sujet, surtout pour les maladies rhumatologiques ou auto-immunes. On sait qu'il y a une corrélation très claire avec une dysbiose intestinale, comme quoi la nature des bactéries et des signaux qui sont envoyés au système immunitaire qui guette là, dans le système digestif peut être activée pour générer ces maladies inflammatoires auto-immunes-là en fonction du type de bactérie qui est présente dans l'intestin. Ou encore même empirer les symptômes. Tout à fait, absolument. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. Et il faut dire aussi que le microbiote, en plus de ses fonctions de fabrication de certaines vitamines et minéraux, de régulation de la faim et du poids en fabriquant toutes sortes de métabolites qui vont circuler dans le corps, affecter le cerveau, va aussi affecter l'humeur de différentes façons. Donc, les bactéries vont utiliser des acides aminés qu'on va prendre, qu'on va manger dans les protéines qu'on va ingérer et va les transformer en précurseurs de neurotransmetteurs ou en neurotransmetteurs directement qui vont avoir une action locale. Les précurseurs, quant à eux, vont se faire absorber dans le sang, aller jusqu'au cerveau et permettre leur transformation en neurotransmetteurs. Puis je rappelle aux téléspectateurs que des neurotransmetteurs, c'est comme de la sérotonine, de la dopamine, tout ce qui donne du bonheur et de la bonne humeur. Alors, c'est très important d'avoir un microbiote sain dans le but de préserver une fonction de synthèse qui est adéquate. C'est les molécules, les neurotransmetteurs de communication entre nos neurones à l'intérieur du cerveau. Exactement. Donc, il y a un lien direct entre ce qu'on mange, entre autres, parce que c'est transformé par notre microbiote en molécules qui vont servir à notre cerveau à gérer nos pensées, nos états d'esprit, nos émotions. Exactement. Merci beaucoup, en fait, pour tes éclaircissements. Ça a vraiment été un grand plaisir. Merci. Allons voir maintenant qu'est-ce qu'en pense notre pharmacienne de l'émission, Anne-Émilie Dionne. Bonjour Anne-Émilie. Bonjour Éric. Donc aujourd'hui, on parle du microbiote. Ça va de soi que dans la pratique d'une pharmacienne, avant tout, on devrait parler des antibiotiques. Absolument. On parlait tantôt des autres facteurs externes qui peuvent influencer la santé du microbiote, mais la médication doit être prise en considération. Les antibiotiques, tu en parlais, il y a quand même une personne sur 5 qui va développer des effets secondaires collatéraux, souvent des diarrhées associées à la prise d'antibiotiques. Il ne faut pas oublier, Éric, qu'un antibiotique, ça tue les mauvaises bactéries, mais ça tue aussi les bonnes bactéries qui forment notre microbiote puis qui ont cet effet de barrière protectrice-là. Donc, en causant une dysbiose intestinale, donc un déséquilibre entre nos bonnes et nos mauvaises bactéries, bien,
les mauvaises bactéries prennent le dessus, puis on peut se retrouver avec d'autres problèmes de santé, des diarrhées aussi, des infections à Clostridium difficile, en fait, qui peuvent aussi s'éromper. Ça peut être aussi une augmentation des douleurs, ça peut être une augmentation des processus inflammatoires, plus d'allergies, il y a beaucoup de facettes. En fait, on savait même, durant mon doctorat, j'ai isolé une nouvelle espèce de bactéries probiotiques qu'on a documentées de la littérature, qu'on a publiée à l'époque. Et à l'époque, on pensait que quand on prenait et là, ça fait 20 ans de ça, un petit peu plus, on pensait que quand on prenait des antibiotiques, tout revenait à la normale dans la semaine suivante. Par la suite, on s'est rendu compte, dans la dizaine d'années qui a suivi, puis Anne-Isabelle disait que c'est relativement récent, dans le fond, la science du microbiote, que le microbiote se réinstallait, en fait, par la suite, mais que ça pouvait laisser des dommages, même pendant 8 ans, chez les gens ayant pris des antibiotiques. Absolument. Initialement, on a une belle grande diversité de bactéries qui se côtoient dans notre microbiote. Puis après une prise d'antibiotiques, ça peut prendre parfois, oui, quelques jours chez certaines personnes, parfois quelques semaines, mais chez d'autres, le microbiote peut parfois ne plus jamais revenir à son niveau initial pré-traitement. Donc, on voit ici toute l'importance autant dans la prescription d'antibiotiques, donc un travail aussi auprès du prescripteur de déterminer est-ce qu'on en a réellement besoin, auprès du pharmacien qui reçoit l'ordonnance aussi à dire est-ce que le traitement est adéquat, puis est-ce qu'il y aurait possibilité d'écourter peut-être la durée du traitement, de choisir aussi l'agent antibiotique. Il y a des antibiotiques qui ont des très larges spectres. La clindamycine, par exemple, dans les infections dentaires, qui est utilisée sans souvent indications nécessaires quand elle couvre très large, puis on pourrait couvrir avec un spectre plus étroit. C'est des exemples comme ça. Puis le travail aussi du patient qui prend cet antibiotique-là, y en a-t-il réellement besoin? Alors, c'est tout ça qui doit être pris en compte. Ah, c'est très intéressant. Mais j'imagine, outre en fait le cas des antibiotiques, dans ta pratique comme pharmacienne, il y a d'autres médicaments qui doivent avoir des impacts sur le microbiote intestinal? Oui, tu vois, justement, me vient en tête l'usage des IPP, qu'on appelle nos inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, qu'est-ce que c'est que ce gros terme complexe-là? En fait, ce sont des médicaments qui sont utilisés souvent, qui sont prescrits d'emblée pour des problèmes de brûlement d'estomac, de reflux gastro-œsophagien, qui peuvent des fois même nuire des symptômes nocturnes chez certains patients. Donc, c'est des médicaments qui viennent empêcher la pompe à protons qui produit l'acidité dans l'estomac à produire son acidité gastrique. Il ne faut pas oublier que l'acidité gastrique aussi permet de tuer les pathogènes, les mauvaises bactéries qui se retrouvent dans l'estomac. Et donc, en tuant, évidemment, en ayant une acidité qui est diminuée, donc en ayant un milieu qui est basique, plus basique dans l'estomac, bien, on vient favoriser l'émergence de pathogènes puis d'un microbiote gastro-intestinal supérieur qui est anormal. On vient laisser passer des bactéries, mais aussi on vient tout déstabiliser, tout ce qui suit par la suite, en fait. Pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, l'estomac va être dans un pH entre 1 et 2. Là, toutes les fois qu'on monte de 1 unité, donc disons qu'on passe de 2 à 3, on manque d'un facteur 10 du niveau à lequel on est moins acide. Plus le chiffre est haut, moins on est acide en tant que tel. Donc, l'estomac est extrêmement acide. Tout ce qui va suivre en bas de l'estomac en tant que tel est aussi conditionné au fait de recevoir, en fait, donc l'acidité de l'estomac et ne pas nécessairement laisser les bactéries s'implanter. Tu as raison. Tout le tube digestif, que ça passe par l'œsophage, par l'estomac, par le côlon ensuite, est atteint. Cette dysbiose-là peut se manifester un peu partout. Donc, très intéressant de toujours se re-questionner sur la pertinence. Des gens se font prescrire ça par hasard, une fois tout à coup pour un ulcère gastro-duodénal, puis finalement, le traitement dépasse 4-6 semaines, puis finalement, ils se retrouvent à prendre ça depuis des dizaines d'années sans se questionner la raison pour laquelle ils prenaient ça. Et donc, il y a un travail ici qui est à faire aussi de déprescription de la part de l'équipe traitante, assurément. En fait, là, c'est d'aller se soucier, dans un principe de santé intégrative, d'aller se soucier, en fait, de qu'est-ce qui cause le problème en tant que tel qui nécessite les IPP, pour, entre autres, donc, l'acidité gastrique, des reflux gastro-œsophagiens, pour éviter d'en avoir besoin, tout simplement, puis éviter que ça cause aussi tout le débalancement du microbiote intestinal. Exactement. Puis on a effleuré 2 sujets, mais la recherche est en cours pour d'autres classes de médicaments pour lesquels on se rend compte de plus en plus qu'il pourrait y avoir un lien entre un déséquilibre du microbiote. Alors, très intéressant, domaine en émergence. Merci beaucoup, en fait, de nous en avoir parlé aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Plaisir partagé. Allons voir maintenant qu'est-ce qu'en pense notre naturopathe agréé de l'émission, M. Dino Alicas. Bonjour Dino. Bonjour Éric. Dino, en fait, le microbiote intestinal, en partant avant tout, on peut peut-être le mentionner à tous nos téléspectateurs, ce qui suit notre bouche, c'est pas un tuyau en PVC. Non. Il faut faire attention à ce qu'on envoie à l'intérieur. Tout à fait. En fait, ça part même avant ça, puis je vais y revenir, mais
c'est lors de la naissance qu'on absorbe. Oui. Il y aurait un petit microbiote, ça a l'air in utero, on commence à voir ça chez le bébé, mais c'est lors du passage vaginal qui prend une partie du microbiote de la mère. Puis ensuite, l'enfant qui est allaité, l'allaitement permet vraiment le développement des bactéries. Il y a un petit peu de bactéries qui passent au niveau du lait maternel de toute façon, mais en plus, c'est vraiment l'interaction avec l'environnement qui fait que notre microbiote se développe. C'est un très bon exemple. En fait, on sait même que les enfants qui vont naître par césarienne ont plus de risques d'allergie que les enfants qui vont naître par les voies naturelles. Fait que c'est dû au microbiote intestinal. Exact. Donc, la césarienne, parfois, est inévitable, mais il y a des pays, je pense en Asie, par exemple, où les femmes choisissent ça pour ne pas avoir de déformation lors de la naissance normale. Et ça, pour moi, on donne une prise à l'enfant. Et s'il n'est pas allaité, bien, c'est une deuxième prise. Des fois, on n'a pas le choix, on s'entend, mais c'est vraiment la meilleure façon, dès le départ, de développer un microbiote qui est en santé. Et normalement, dans le règne animal, bien, on est dans la nature, il n'y a pas d'hyper-hygiénisme. Chez l'humain, on nettoie tout. Hein, nos enfants, ils échappent leur suce à terre, on la nettoie, je veux dire, on nettoie tout. Donc, ils ne sont pas tant exposés à des bactéries. Évidemment, on fait ça parce qu'il y a des bactéries qui peuvent être dommageables, hein, on dit pathogènes, mais il y a quand même des bonnes bactéries dans l'environnement. Fait qu'il faut faire attention un petit peu de ce côté-là. Et bien sûr, moi, souvent, les gens me disent, bien, vous recommandez des probiotiques en capsule, pourquoi je devrais-tu prendre ça longtemps, tout ça? Bien, sachez que dans notre monde, on mange des aliments qui ont des agents de conservation. C'est ce que tu disais au départ. On mange des aliments parfois qui vont avoir des traces d'antibiotiques, qui ne sont pas nécessairement un antibiotique, mais il peut en avoir si l'animal, par exemple, qu'on mange, si on mange de la viande ou peu importe. Je pense entre autres même aux aliments, au Roundup, là, qui sont des pesticides, exactement, qui sont des antibiotiques. On boit de l'eau chlorée. Donc, on a beaucoup dans notre quotidien d'agents antibactériens qu'on introduit dans notre bouche. Donc, on nuit constamment au microbiote. Si on veut le garder en santé, bien, il faut y en amener des bonnes bactéries. Fait que ça peut être des aliments fermentés, mais souvent un probiotique bien dosé, on connaît les souches qu'il y a dedans, c'est intéressant. Puis c'est pas dangereux. Il n'y a pas vraiment de risque, en tout cas jusqu'à maintenant, documenté, de prendre un probiotique sur une base régulière. Ben non, au contraire, justement, si on explique un peu aux gens le mécanisme, comment ça fonctionne, c'est que on va ajouter des bonnes bactéries qui vont augmenter les proportions de bonnes bactéries qu'on a dans notre corps comparativement aux proportions des mauvaises. C'est comme si on réduisait notre proportion de mauvaises bactéries en augmentant les bonnes. Le rôle des probiotiques, c'est un peu ça, en fait. C'est pas qu'ils vont venir s'implanter puis s'attacher. Ils ne restent pas très longtemps parce que ce n'est pas les nôtres qu'on prend généralement, sauf qu'ils créent un milieu propice au développement de nos bactéries, aux bonnes bactéries, exactement comme tu viens de dire. Et souvent, les probiotiques, ça a été développé en faisant des prélèvements chez des gens en super santé, qui étaient des fois dans des milieux où tout le monde était malade puis pas eux autres. Puis là, on a analysé un petit peu leur microbiote puis on a trouvé eux autres qui avaient une bactérie qui réussissait à vaincre une autre bactérie, mettons, pathogène que tout le monde avait attrapé, puis cette personne-là ne tombait pas malade. Et c'est souvent les probiotiques qu'on vend sur le marché, c'est souvent ces super bactéries-là. Et ça, c'est intéressant dans certaines conditions, notamment, quand il y a une infection spécifique ou autre. Fait que moi, j'encourage les gens à manger des aliments fermentés de qualité et bien sûr à prendre un probiotique de temps en temps. Mais tu sais, on peut aussi, en naturopathie, prévenir du début à la fin, donc s'assurer que l'environnement est correct, mais aussi donner des prébiotiques, une bonne alimentation. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire pour améliorer ce microbiote-là qui peut se dégrader au fil du temps. Oui, puis là, tu as parlé de plein de termes, mais on a aussi aujourd'hui des postbiotiques. Rapidement, oui, de quoi il s'agit? En fait, souvent, c'est des fibres, hein, c'est ce que les bactéries vont se nourrir. Les pros, c'est les bactéries. Le postbiotique, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines de ces bactéries-là sécrètent des choses. Disons que la définition de postbiotique officielle maintenant, c'est plus ce que les bactéries sécrètent, on fait une poudre avec ça, puis on donne, puis il peut avoir un effet. Mais moi, ce que j'appelle un postbiotique, c'est vraiment ce que la bactérie peut sécréter. Et parfois, la bactérie, dans mon intestin, va sécréter des choses. Bien, des fois, ça va être des vitamines, mais ils vont sécréter des molécules qui envoient des signaux, des enzymes pour la digestion, mais même des molécules qui signalent votre système immunitaire. Oups, il se passe quelque chose. Et ça, c'est vraiment très important. Puis il y a certaines de ces substances-là qui sont des antibactériens.
Donc, les bactéries vont être capables de tuer à côté d'elles une bactérie pathogène. Donc, ils sont là aussi pour nous défendre. C'est pour ça qu'on dit que c'est le siège de l'immunité, mais c'est vraiment très important de le garder en santé. Donc, on le fait d'abord avec l'alimentation, mais on peut le faire vraiment aussi en ayant recours à certains suppléments, bien sûr. Hey, fantastique, c'est passionnant. Bien, merci beaucoup, en fait, Dino, de nous avoir partagé tes connaissances sur le sujet. Et restez avec nous. Nous allons maintenant nous entretenir avec notre experte invitée aujourd'hui, qui est une médecin, Mme Catherine Bouchard. Bonjour, Catherine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de microbiote aujourd'hui. Avec plaisir. En fait, la question du jour, c'est pouvez-vous nous nommer 3 choses à faire ou non pour la santé de votre microbiote? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoute, je trouve ça très intéressant comme question, puis j'ai beaucoup aimé les réponses du Vox Pop. Le microbiote, en fait, c'est un organisme vivant. C'est les bactéries qui colonisent ou les micro-organismes qui colonisent dans notre intestin. Et on sait qu'il y a 4 fois plus de micro-organismes qu'on a de cellules dans notre corps en entier. Fait qu'il faut considérer le microbiote comme un organisme qui est vivant. Fait que si moi, j'avais à répondre à cette question-là, je dirais 3 choses. La première, c'est qu'il faut éviter de menacer cet organisme vivant-là. Puis pour ce faire, tout d'abord, avoir une utilisation judicieuse des médicaments. Donc, ne pas prendre de médicaments pour rien, comme par exemple, un bon exemple, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques, ça peut être très justifié dans le contexte d'une infection bactérienne, mais lorsqu'on a un petit virus, un petit nez qui coule, bien, il ne faut pas aller courir, aller chercher des antibiotiques. Pourquoi? Parce que de prendre des antibiotiques, bien, ça va attaquer les bactéries de notre microbiote, diminuer la diversité. Puis ça peut rester longtemps à l'impact des antibiotiques sur notre microbiote. La deuxième chose, pour ne pas menacer notre organisme vivant, qui est notre microbiote, c'est de faire attention aussi à ce qu'on mange en termes d'aliments transformés. Vous en avez parlé tantôt. Il y a beaucoup d'additifs dans les aliments qui sont ajoutés pour que la texture soit belle, les émulsifiants, par exemple, ou que l'aliment il reste beau sur le comptoir là, pendant plusieurs mois. Entre autres, les agents de conservation, ils empêchent les bactéries de pousser dans notre aliment, mais du même coup, c'est ça. Ils vont empêcher les bactéries de pousser dans notre intestin aussi, puis on va tuer des bonnes bactéries qui pourtant sont bénéfiques pour nous autres. Fait que c'est important d'éviter le plus possible les aliments transformés. Donc, la première chose, ne pas menacer notre microbiote. La deuxième chose, bien l'alimenter. Un organisme vivant, ça a besoin de s'alimenter. Donc, avoir des aliments, vous avez parlé des prébiotiques, les probiotiques, les aliments fermentés aussi sont des bonnes bactéries qui vont aller s'intégrer dans notre flore intestinale. Fait que ça, c'est l'autre point qui est important, bien alimenter ou bien prendre soin de notre biote. Puis le troisième point que je rajouterais, ça va peut-être surprendre les téléspectateurs, mais en fait, c'est de bien gérer le stress. Hein? On connaît le lien, bien, de plus en plus, on parle du lien entre l'intestin et le cerveau, mais on sait que le fait d'être stressé, ça va changer d'une part tout l'environnement dans lequel se situe notre microbiote, donc tout l'intestin, la motilité de l'intestin, la perméabilité du tube digestif, puis on sait que le stress va affecter directement les bactéries à l'intérieur du tube digestif. Ah oui, c'est intéressant. En fait, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là, quand ils sont stressés, soit ils vont constiper, soit ils vont avoir tendance à avoir la diarrhée. Exactement. Puis en fait, ça a un gros impact aussi, même sur les bactéries qui peuplent notre microbiote. Donc, on sait que le stress va affecter beaucoup les bactéries à l'intérieur de notre microbiote, mais on sait aussi que les bactéries à l'intérieur de notre microbiote vont affecter beaucoup notre santé mentale. Ah, okay. Hein, il y a un lien qui est vraiment bidirectionnel. Vraiment bidirectionnel. Ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Tout à fait. Donc, moi, j'ai vu plusieurs patients qui, en travaillant sur leur alimentation, en diminuant les aliments transformés, par exemple, en ajoutant des aliments fermentés, en prenant soin de leur microbiote, vont avoir moins d'anxiété, moins d'incidence au niveau de la dépression. Donc, les symptômes de santé mentale peuvent s'améliorer. Fait que ça, c'est vraiment un beau bénéfice en travaillant sur notre microbiote. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres bénéfices sur d'autres éléments de la santé. Hein. On a parlé de l'immunité, on parle aussi de l'inflammation. J'ai même un patient qui, en travaillant sur son biote, sur son alimentation, en diminuant certains aliments, dont par exemple le gluten, a réussi à renverser une polyarthrite inflammatoire. Donc, il y avait une inflammation dans ses articulations. Et en travaillant sur son biote, il a pu arrêter sa médication. C'est quand même extraordinaire. Oui, mais quel bel exemple, en fait. Parce que souvent, même les gens qui ont des problèmes de polyarthrite rhumatoïde vont penser qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire, en fait, en tant que tel, pour essayer d'améliorer leur situation. Mais c'est pas vrai, en tant que tel. On peut toujours faire quelque chose, mais là, le microbiote lui-même peut avoir un gros impact sur toutes les douleurs chroniques, les processus inflammatoires. Exactement. On a des bons outils, des bons médicaments, puis tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il faut savoir qu'il y a quand même une composante qui est reliée à notre tube digestif, puis qu'en l'adressant, on met toutes les chances de notre côté, finalement, pour
aider plusieurs pathologies, dont les pathologies inflammatoires. Ah, écoute, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été des nôtres, justement, pour nous éclairer avec toutes tes connaissances sur le microbiote. C'était vraiment un grand plaisir. Avec grand plaisir. Allons maintenant à notre conclusion avec les experts permanents de l'émission pour parler du microbiote. Donc, en conclusion, en fait, le microbiote, si je résume, on pourrait considérer le microbiote comme étant un peu un ami imaginaire, hein? Qu'il faut d'un côté en prendre soin, puis de l'autre côté s'assurer de bien le nourrir. Absolument, vraiment. Puis en fait, je pense qu'avec tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, c'est une raison pour que les téléspectateurs se responsabilisent à l'égard de la santé d'un de leurs plus précieux organes, qui est le microbiote. Dans tous les cas, on sait qu'on consulte souvent un médecin pour avoir des antibiotiques pour des virus, alors que ce n'est pas nécessaire, des antiacides pour du reflux, alors qu'il y a des causes alimentaires sous-jacentes, des anti-inflammatoires pour des douleurs musculaires qui peuvent être adressées différemment. Alors tout ça, c'est des choses à ne jamais faire pour garder un microbiote sain, en bonne santé, ou du moins les faire le plus rarement possible quand c'est nécessaire, parce qu'on sait maintenant que le microbiote est en lien avec toutes les maladies chroniques qu'on connaît, les maladies auto-immunes, inflammatoires, l'obésité, le diabète de type 2, c'est présent dans la maladie cardiovasculaire. Donc, peu importe ce qu'on fait sur l'état du microbiote, on va avoir un impact ultimement dans le système. Même les syndromes du côlon irritable, hein, on sait que c'est un débalancement du microbiote qui peut être traité même dans plus de 60% des cas. Ça peut être renversé, puis on peut ramener un microbiote à la normale. Donc, je suis certaine que mes collègues pourraient adhérer à ça. Les probiotiques, tu le mentionnais très bien, Anne-Isabelle, dans les syndromes de côlon irritable, hein, c'est des solutions qui sont sécuritaires chez l'ensemble, la plupart de la population, à quelques exceptions près, là, où on est prudent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'utilisation des probiotiques peut être une option de premier recours avant de penser à des stratégies de médication ou des investigations plus poussées. Oui. Donc, parfois, dans le choix, il s'agit de bien choisir évidemment la souche, la synergie aussi. Donc, pour ça, ça vaut la peine parfois de se référer aux professionnels pour s'assurer qu'on a une belle combinaison là, de probiotiques là, pour vraiment amener les bénéfices que l'on souhaite. Parce que chaque indication peut nécessiter une souche particulière aussi. Exact. Non, absolument. Les probiotiques, maintenant, depuis 10, 15, 20 ans, il y a tellement d'études qui sont sorties sur l'utilisation, puis sur les différentes souches, puis leur application, qu'on peut aller très loin dans le choix, puis dans la modalité d'utilisation. Moi, je pense qu'il faut que les gens s'adressent à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, surtout s'il y a une problématique un peu plus complète. Ou complexe plutôt. Parce que comme tu dis, évidemment, on peut l'utiliser, aller chercher, c'est en vente, c'est libre. Mais s'il y a vraiment des crampes, des douleurs, des diarrhées persistantes, de la constipation ou d'autres problèmes de santé un peu plus importants, bien, des fois, il faut aller un petit peu plus loin au niveau de l'alimentation, au niveau des habitudes de vie, mais des fois, il faut vraiment prendre le temps de refaire la flore intestinale correctement. Puis là, ça prend des gens qui se connaissent un peu plus pour faire les choix. En naturopathie, vous êtes des experts du domaine d'ailleurs. Hein? Vous avez des belles approches pour rebalancer le microbiote. C'est ça le but, hein? C'est le siège de notre immunité. Souvent, les problèmes inflammatoires, ils partent de là parce qu'il y a une dysbiose ou il y a un déséquilibre. Fait que c'est sûr que c'est notre champ d'activité, si on veut, mais souvent en collaboration avec d'autres professionnels qui connaissent bien l'individu. Absolument. Oui, donc je pense que dans la gestion, dans son ensemble, des maladies gastro-intestinales, mais bien d'autres aussi, c'est quand même intéressant de considérer cet aspect-là, cette possibilité-là que les probiotiques puissent aider. Ça fait partie de la prise en charge globale, je pense, du patient qui présente ces genres de conditions. Tout à fait. Dans un esprit de santé intégrative, en fait, il faut se soucier du microbiote intestinal qui a des impacts sur une multitude de facettes de santé. Merci beaucoup d'en avoir parlé avec nous, en fait, de nous avoir partagé vos passions. À la maison, merci d'avoir été des nôtres. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour l'émission qui va porter sur l'ostéoporose. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.